Alors, a priori ça enregistre. On vérifie hein, quand même. Ouais, c'est bon. Donc, eh ben, bonjour à tout le monde. Hein, pour ceux qui, alors pour ceux qui connaissent pas, qui sont pas du club, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez regarder parce qu'il va y avoir des informations historiques, on va dire. Mais si vous voulez en comprendre un peu plus, il faudra regarder les précédentes. Hein. C'est long, c'est fastidieux, mais il n'y a pas le choix. Ouais, je vais vous faire un petit crowbar. On va faire, tiens, on va mettre la terre comme d'habitude. Hein. Terre. On va mettre la terre, hein, ça permet d'avoir une petite idée, puis ça permet à la caméra de faire le point. On va parler d'histoire, on va parler de un petit peu de physique et un petit peu d'actualité. Dans la démocratie à la française. Enfin, on n'en viendra pas trop là, de toute façon, ça sert à rien. Ouais, on va commencer tout de suite. On va dire, oui, on va commencer tout de suite par de la chronologie des événements. Alors, nous, donc, dans l'éther, hein, donc dans l'éther c'est de l'hypnose hein, régressive pour ceux qui, parce que je vais mettre un titre hypnose pour à peu près être dans les niveaux. Donc on va par hypnose, on va dans l'éther et donc on voit des choses. Je reviendrai un petit peu plus sur la fin de la vidéo, sur ce que je vois sur le net. Hein, ça m'amuse pas mal. Bon, je ferai juste des observations. De toute façon, tout le monde fait ce qu'il veut. Et ce qu'il a envie et comme ça lui vient surtout. On peut pas... Rien n'est parfait en ce monde. Donc on va parler en fait de l'histoire réelle à partir du moment de la création. Parce que nous on s'est un petit peu intéressé on va dire là ces derniers temps, on s'est intéressé un petit peu à, on va dire la chronologie la plus proche de la vérité de comment ça s'est passé la création, qui fait quoi et dans quel sens. Donc, je vous avais déjà dit, hein, parce que ça va, je vous l'avais déjà dit, donc la galaxie dans laquelle on est avait à peu près 55 milliards d'années, hein, ça va, on était à peu près au courant. Alors l'univers et le multivers a été quand même construit très rapidement, on va dire. Chaque univers étant, on va dire, rapidement exécuté. Je pense qu'il y a une rapidité qu'on ne soupçonne pas. Hein. C'est pas bon le Big Bang, les choses comme ça c'est pour les humains, tant qu'ils comprendront pas, qu'ils voient pas, bon ils comprendront pas. Donc ils comprendront dans quelques centaines de milliers d'années peut-être comment ça se passe vraiment. La science avance vite, mais elle avance quand même pas à la vraie vitesse de la connaissance qu'on peut puiser. D'ailleurs, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que par exemple, le télescope James Webb, là, à chaque fois qu'il regarde quelque chose, en fait, il contredit tout ce qui a été dit précédemment. Alors c'est bon, les Illuminati l'ont envoyé, hein, c'est pas de la science. Hein. Les Illuminati cherchent à savoir où sont les limites. C'est subventionné, on va dire, par ceux qui s'intéressent surtout à y a-t-il des ennemis loin, y a-t-il des amis près. La science est quand même en fonction de ce que veulent les patrons de la planète. Et les patrons, c'est des Illuminati. Donc, on va dire James Webb, le télescope, là, en fait, il contredit tout ce que dit plus ou moins Hubble. Pourquoi ? Bah, Hubble, il vous montre quelque chose, il voit une certaine distance. Alors, vous voyez certaines choses. Donc, Hubble, bon, il prouve Einstein, en gros, parce que... tout simplement parce que c'est un petit télescope de la petite humanité, de la petite technologie. James Webb, il va beaucoup plus loin, et du coup, toutes les théories scientifiques, comme quoi notre univers ne ferait que 13 et quelques milliards d'années-lumière de long, ah mince, ça marche plus parce que James Webb, par exemple, il trouve une galaxie à quelque chose comme 25 milliards d'années-lumière. Ah, ça va plus. Du coup, et puis en plus, ils ont trouvé que par rapport, on va dire, à notre univers local, nous on regarde, et ils ont trouvé une étoile par ici, enfin une galaxie par ici, et manque de peau, ils en ont trouvé une autre par ici. Et du coup, le problème, c'est que celle-là, elle est loin, celle-là est encore plus loin, et dépasse les 13 milliards et quelques d'années qu'ils avaient quantifiées.
Donc en fait, d'années-lumière de distance. Donc ils en ont une trop loin, ils en ont encore une trop loin. Bah, ils sont obligés de dire que l'univers, maintenant, il va falloir l'agrandir. Hein. Bon alors, pour l'instant, ils n'ont pas pondu de théorie, ils méditent et surtout, ils rongent leurs freins parce qu'en fait, la science qui n'arrête pas de dire les choses sont comme ci, les choses sont comme ça, avec un simple outil un peu plus performant que Hubble, boum, ils sont devant tout un tas de choses qui leur dit qu'ils ont tort. Alors bon, bah, ils sont obligés de dire on a tort, ah bah zut, on a eu tort, ah bah zut. Oui, mais fallait arrêter d'affirmer. Hein. N'affirmez pas que l'univers a 13 milliards et quelques. Notre galaxie a 55 milliards d'années. Notre univers, nous. Alors, notre univers est le multivers. Hein, parce que c'est pondu tellement vite par les êtres qui font ça, dont je vais vous parler, que je dirais que ça n'a pas dû prendre longtemps pour produire les univers. Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'ils étaient faits les uns après les autres, promptement. C'est pas un truc lent, qui traîne, c'est relativement prompt, parce que la création n'est pas, on va dire, au même titre qu'un être humain pourrait faire apparaître une pomme, une noix, ou n'importe quoi, un billet de 20 $ dans sa main par la pensée, par l'éther, on va dire, il en est de même pour ceux qui ont créé la matière, dans la matière en fait de notre Terre, mais la matière de notre galaxie, de notre univers et du multivers. Quand eux ils l'ont fait, ils n'ont pas pris quand même des milliards d'années pour le faire. Ils n'avaient pas le temps, ça pressait un peu quoi. Bon. D'après ce qu'on a vu, c'est quand même parti vite. Donc notre multivers, hein, multivers et univers, le multivers a 85 milliards hein, d'années. Donc, voilà, l'ancienneté est là, et les petits gars, alors les 19... Voilà, bon oui, ça a été rapidement fait. Donc, maintenant, la question, c'est qui a fait ? Qui a fait ? Combien était-il ? Avait-il un marteau, une pioche, un microscope pour savoir ce qu'ils allaient faire ? Bah, en fait, toujours le même principe, on a la barrière de Planck, donc à peu près 30e dimension, et donc de ce côté-là, on a l'incréé, et de ce côté-là, on a le créé. Créé, oui. Incréé, quelque chose de créé, créé. Et ici, on a l'incréé, toujours ce problème d'orthographe. Donc, tout ce qui concerne, on va dire donc les plans supérieurs, ils sont dans des dimensions énergétiques qui ne sont pas ni palpables et qui ne sont même pas envisageables, même par les scientifiques les plus, on va dire, les plus avancés. Les scientifiques les plus avancés, ils voient des trucs ici, quoi, mais ils cherchent, ils calculent, ils font des trucs, mais bon, ils sont là, quelque part, près de la barrière de Planck. Planck a eu une sacrée idée, mine de rien, quand il a fini par comprendre qu'il y avait une limite. Donc, de ce côté-là, on a les adhyatmas, dont je vous ai déjà parlé. Hein. Donc les adhyatmas, c'est un peu les gosses de la source, hein, qui ne savaient pas trop quoi faire. Alors ils se sont dit, mince, on existe de ce côté-là, mais on a un petit souci, on ne fait pas grand-chose, il ne se passe pas grand-chose. Donc les adhyatmas, peut-être ont posé la question à papa, ils ont dit, dis donc, on ne pourrait pas faire un truc. Donc les adhyatmas, qui eux, par contre, ne créent rien, c'est-à-dire qu'un adhyatma même si un adhyatma est connecté, hein, comme je le disais, l'adhyatma connecte un petit être humain et en fait un être humain, une conscience de planète, un animal. Donc un adhyatma, lui, il est... donc hop, on a la source ici. Il y a la corde d'or, la corde d'argent qui vous relie. Donc l'adhyatma est votre conscience supérieure, celui qui est derrière votre existence, bien que vous soyez une entité, bien sûr. Alors les adhyatmas, le problème, c'est comme il y avait la barrière de Planck, ils n'avaient pas de pantin, ils n'avaient pas d'entité, il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait pas de planète, il n'y avait rien. Avant la création, il n'y avait strictement rien. Enfin si, tout le monde était dans l'incréé, l'énergie, le ce, le ça. Bon, ça, je vous dirais, on ne s'est pas posé la question d'ailleurs, depuis combien de temps ça a duré que ça bidouillait de l'autre côté. Mais en tout cas, à un moment donné, les adhyatmas, avec la source, se sont dit, on va créer, quand même, parce qu'on va créer un truc pour que les adhyatmas expérimentent, fassent quelque chose. Donc, ils ont
eux-mêmes, les Adhyatmas, créé, alors je ne sais pas si, ça par contre on n'a pas regardé vraiment, mais ils ont créé 7 entités. Alors des entités qui sont, alors pour pas donner de nom que les gens connaissent, Elohim, machin, truc, je ne donnerai ni raison ni tort à aucune religion, puisque en fait la plupart des termes utilisés sur Terre sont incorrects et impropres véritablement à tout ce qui est arrivé. Donc moi je les appelle les architectes de la matière. Voilà, comme ça, de toute façon, ils sont les architectes et les créateurs de la matière. Donc eux sont représentés ici. Ils sont là, mais par contre, entre guillemets, leurs petits bras, hein, hop, ils vont des petits bras, et leurs petits bras leur permettent de traverser la barrière de Planck. Et ces sept, on va dire donc architectes, donc ont agencé tout ce qui existe. Ils sont 7, alors le nombre, c'est 7 pour le multivers, hein, c'est pas 7 juste pour chez nous. Hein. Ils sont 7 pour le multivers, c'est ce qu'on a, cela c'est certainement ce que l'humanité et toutes les espèces qui n'ont pas un certain niveau de décodage de la source ont appelé Dieu. Hein. Dans la Bible on a Dieu... ça doit pas être même les Elohim, mais enfin bref, on a des dieux créateurs, et quand dans la Bible vous avez le terme que la lumière soit et la lumière fut, on a un petit gars qui parle à l'autre, qui lui dit, dis donc, tu peux pas faire la lumière, là je suis en train de faire des planètes, vas-y fais la lumière. Donc en gros ils se causent à eux, et comme ils ont les 7, il y en a 7, ils ont tous un rôle, on va dire donc architecte de la matière, architecte de la matière. Architecte et constructeur, parce qu'ils ont mis quand même la main à la pâte. En fait, ces entités ont la capacité, comme un être humain, mais nous, c'est vraiment très petit, et comme un jardinier de la Terre, eux, là, leur capacité, c'est de prendre, donc, de leur côté, l'énergie pure, donc là, c'est du subéther. Hein. De ce côté-là, c'est vraiment du subéther, c'est pas de l'éther comme chez nous. Nous, on a de l'éther, mais là, quand finalement on vient prendre l'éther, mais plutôt le subéther du côté de l'incréé, il se transforme en globule d'éther, et il est formé. Le globule d'éther étant la brique qui constitue tout. Après, je vous en parlerai un petit peu plus dans le cadre de la science. Mais donc, ces 7 architectes ont créé le multivers, donc les univers les uns après les autres. Ils en ont fait 19, bon, très bien. Et eux, en fait, sont dévolus à cette création. On en a déjà croisé une fois, parce qu'on était au centre de la galaxie. On était au centre de la galaxie avec ma mère, ce coup-là. Et on bricolait un petit peu au centre, on discutait avec le centre de la galaxie, justement, de son âge. Et en fait, est venue une entité spécifique. Alors, quand l'entité est venue, en gros, elle a envoyé une petite bride d'elle-même. Elle n'est pas venue elle-même. Elle a envoyé une manifestation d'elle-même qui flottait au-dessus du centre de la galaxie, mais qui était beaucoup plus grand que le centre de la galaxie. Bon, là, nous, on a regardé un petit peu ce que c'était, on s'est dit, oula, ça c'est pas du mauvais, bon. Et l'entité a juste signifié qu'elle était venue voir, parce que dans le coin, finalement, ça entamait la courbe de reprise de conscience et de reprise du côté de la lumière, quoi. On va dire, dans ce coin-là, ça y est, on se réveille et on arrête de trop patauger dans l'ombre. C'est comme un signal pour dire que simplement un cycle s'achève, un autre commence. Donc cette entité a envoyé une petite part d'elle, juste pour venir voir, un petit peu pour dire oui c'est bien les zouzous, ce que vous faites, ça n'a pas l'air mal. Bon, jusqu'à maintenant on est un peu les seuls à y aller, mais bon, il faut bien que ça commence quelque part. Donc ces sept architectes en fait agencent la matière aussi rapidement qu'ils le désirent, ils exportent des quantités phénoménales de subéther qui, quand ça passe la barrière de Planck, ça se transforme en globules d'éther, et ensuite, selon la volonté qu'ils impliquent là-dedans, puisqu'en fait c'est la volonté qui fabrique la matière, l'éther se forme à être un proton, un électron, à être n'importe quelle matière. Ensuite, toute cette matière est agencée brutalement
pour faire ce que les hommes ont appelé le Big Bang. Mais bon, les hommes, ils voient un Big Bang qui concerne plutôt la galaxie, ça ne concerne pas vraiment l'univers, puisqu'il y a rétraction et expansion régulière de notre univers. Notre galaxie a vécu 55 milliards d'années, c'est pas tout simplement parce qu'elle s'est rétractée, elle s'est expansée. Bon voilà, elle suit des cours. La planète Terre n'ayant que à peu près 4,5 milliards d'années, nous on est à 4,5 milliards d'années, bon, notre galaxie a déjà vécu 55, en fait en gros on occupe le 5 quoi. Donc ça veut dire que des terres et des petits systèmes solaires comme le nôtre, il y en a eu, ils ont disparu, ils ont été recyclés, et la galaxie en a recréé d'autres. Le télescope James Webb a surpris des centres de galaxies en train de créer, plutôt qu'en train de dévorer. Bon, voilà, James Webb, il va apporter des réponses aux scientifiques qui continueront en fait à émettre des théories qui seront plus ou moins vraies et plus ou moins fausses. Bon, mais le fait de voir plus loin leur permet de comprendre qu'ils ont tort sur tout ce qu'ils ont présentement estimé. Bon, c'est déjà ça. Même les plus grands spécialistes sont obligés d'admettre qu'ils ont tort. Bon, parce qu'ils restent dans la science bien carrée. Ils ne cherchent pas à savoir, ils ne demandent pas à un métaphysicien comment s'est passé tout ça, ils ne viendront pas me voir pour me dire dites donc, vous êtes sûr? Ah bon moi, les explications que je donne ici permettraient à l'humanité d'avancer, mais je vous assure que c'est pas près d'arriver. On va dire si, de toute façon, le temps que l'homme comprenne que finalement c'est l'éther, la clé, et l'éther, la clé que la source donne, j'en reparlerai en fait, et j'en ai déjà parlé, ça passe par la pensée. On peut extraire de l'éther, on peut se servir de l'éther de façon mécanique, scientifique, froid, mais c'est compliqué. Je vous en parlerai après. Donc voilà. Bon. Donc nos 7 architectes qui sont donc les dieux créateurs, entre guillemets, mais qui sont, leur vocation c'est l'architecture, et ils sont 7, on peut diviser peut-être par on va dire, par fondement même de matière, l'eau, la terre, le feu. C'est pour ça qu'un peu tout est organisé comme ça. Il faut savoir que l'éther, chez les bouddhistes, est considéré comme une matière, genre le 5e élément. Il y a les éléments, terre, feu, air, eau. L'éther vient au-dessus sur la culture bouddhiste et des choses comme ça, parce que ce sont les fondamentaux. Voilà. Donc voilà, ces petits gars-là, ils ont fait ça. Alors après, pour les âges, qu'est-ce qu'on a? Bon, ouais. Alors, ensuite, dans la petite histoire, pendant que tout ça se crée, gentiment, donc les gars, ils nous chient les galaxies comme des étrons, poum poum poum, ça va très vite. Bon, très vite, ça a peut-être pris, allez, 5 milliards d'années. Bon, pour faire un multivers, ça va, c'est rapide, je trouve. Mais bon, c'est quand même étendu, il y a un sacré bazar. Donc là, pour l'instant, nos humains, ils n'ont pas encore découvert le bord de la galaxie, ils ne savent pas de quoi il est fait. Ils vont avoir un problème avec James Webb quand ils vont regarder vraiment le confin de notre galaxie. Ils vont tomber sur des zones qu'ils ont quantifiées de très sombres, bizarres, mystérieuses. En fait, c'est parce que là, l'éther, comme je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, l'éther ici est non formé. C'est de l'éther pur, point, du globule d'éther qui se trimballe. Et quand ils vont regarder là, ils vont avoir un problème puisque l'humain pense que la galaxie est infinie. Le problème, c'est qu'on a 19 galaxies infinies, les unes à côté des autres. Donc c'est une galaxie, enfin pas une galaxie, un univers. Les humains pensent que l'univers est infini. Le problème, c'est que l'univers n'est pas infini, parce que déjà, ils lui ont donné, soi-disant, une taille. Donc, mais bon, dans le dé, c'est infini. Mais le seul problème, c'est que l'univers est fini et est entouré d'une matière qui le fait penser infini, tout simplement parce que cette matière flirte ici avec la barrière de l'incréé, c'est juste de l'éther pur, et en fait, du coup, il y a ici des effets énergétiques et des effets, on va dire, ils appellent quantiques, mais c'est surtout des effets de l'état de la matière, où la matière n'est non formée, non présentée. Il n'y a ni espace et ni temps ici. Le temps étant factuel dans l'univers, comme je vous l'ai expliqué, quand on arrive vers les limites et qu'on passe vers un autre univers, en fait, tout simplement, on traverse une barrière d'éther pur
où justement ça demande un peu de technologie, ça demande des compréhensions pour pouvoir passer dans ces éléments-là, sans finalement déranger ou foutre le bordel. On ne peut pas y aller avec une petite fusée humaine, là, la petite fusée humaine, elle arriverait là, et en gros, comme il y a de l'éther pur, elle serait possiblement désintégrée, tout simplement parce que sa matière encombrerait l'éther non formé, et quelque part rentrerait en choc énergétique avec quelque chose qui a beaucoup plus d'énergie, mais qui n'est pas formé. Et étant pas formé, ça a son état naturel, pure énergie. Donc ça serait un très gros problème d'envoyer un projectile type humain, hein, on arrive jusque-là, on arriverait dans une matière pure, énergétique, et là on se heurterait à quelque chose qui est beaucoup plus élevé dans les dimensions, donc on se heurterait à quelque chose d'un côté extrêmement dense, pourtant n'ayant aucune densité, mais surtout une densité énergétique. Donc si vous prenez les petits atomes de la fusée, ils rentreraient en collision avec des atomes qui sont non formés, donc pure énergie, presque. Donc la fusée serait désintégrée parce qu'on n'aurait pas la technologie de, quelque part, passer à travers en passant par une dimension supérieure. L'idée des vortex pour circuler d'un univers à l'autre et choses comme ça. Des problèmes que les jardiniers de la Terre n'ont pas, puisque la physique quantique ou la physique de l'univers l'aurait parfaitement connue. Donc dans la création, quand les petits gars ils ont commencé à former tout ça, ils ont formé au tout départ, alors c'est très intéressant quand même parce que ils ont formé du côté de Paris-Estiran, le centre, on va dire, administratif et officiel des jardiniers de la Terre, quand le système solaire de Paris-Estiran, alors je ne pourrais même pas vous le dessiner parce qu'il a 5 soleils, c'est la folie totale, il a, allez, 1, 2, on a 3, 4, et un 5e soleil peut-être qui fait une loupe de 8 là, sur celui-là, sur le même axe. Le système est Paris-Estiran, il est pouf, quelque part, ici, on ne sait pas trop. Donc c'est un système solaire à 5 soleils, et Paris-Estiran a été créé, on va dire en même temps, un petit peu vite. Et en fait, les premiers jardiniers de la Terre ont été créés, la vie a été créée, on va dire, par l'un des 7. Et là, ils ont fait émerger la vie, mais pas émerger la vie comme les scientifiques le pensent, c'est-à-dire que c'est une petite bactérie qui a colonisé un petit truc, et ça a pris 100 milliards d'années avant de faire une crotte de nez dans une flaque de volcan. Hein. Ils ont fait apparaître la vie, on va dire, façon éther, c'est-à-dire ils ont créé des êtres, les premiers êtres jardiniers de la Terre, ils ont créé des êtres, les Adhyatmas ont mis à disposition on va dire des entités qui ont investi les corps, et les premiers jardiniers de la Terre ont commencé à habiter sur Paris-Estiran il y a, on va dire, peut-être 80 milliards d'années. Les jardiniers de la Terre ont toujours été là et ont toujours existé à Paris-Estiran. Ça a toujours été comme ça. Le début de la création, c'est pour ça que la grande question de l'œuf ou la poule, donc le jardinier de la Terre ou l'œuf, en fait, non, il n'y a pas eu d'œuf et de poule. À un moment donné, vous avez une entité là qui produit un être fini. C'est de la création pure. Comme c'est le principe de l'éther. Le principe de l'éther, c'est qu'on peut créer n'importe quoi. Bon, ces êtres étant très avancés, ils avaient l'autorisation signée de leurs parents de créer des êtres, on va dire, automatiquement, directement de l'éther. Les Adhyatmas ont fourni des entités et Paris-Estiran a commencé sa vie comme ça. La vie n'a pas été semée que à Paris-Estiran, ils ont semé un petit peu partout dans le multivers des embryons de vie comme ça, avec des espèces formées directes. Bon, et sur tous les plans vibratoires. Les Paris-Estiranais sont tridimensionnels, ce sont des êtres comme vous et moi, et d'autres jardiniers de la Terre sont des êtres qui ont des oscillations vibratoires beaucoup plus vastes, qui sont entre 3, enfin les Paris-Estiranais aussi, on va dire, ils vont entre 3, bien sûr, mais leur conscience s'étale beaucoup plus loin, mais en termes physiques, ils sont physiques. Certains êtres sont plus moléculairement espacés, donc beaucoup plus légers, on va dire. Même s'ils ont par exemple une grande taille, ils ne pèsent que chez nous quelques kilos, puisque leur constituante moléculaire n'est absolument pas biologique et physique, lourde et matière.
C'est des matières beaucoup plus éthérées, mais vous pouvez quand même les voir ou les apercevoir un peu de façon fantomatique, selon l'acuité visuelle que vous avez, et surtout l'acuité spirituelle du troisième œil. Donc les pariesthyranés commencent à exister et tout de suite sont responsables de l'assistance de la création. Hein, puisqu'en fait, c'est les assistants créateurs, donc ils ont comme supérieur cela, et ils obéissent aux directives des architectes, et ils ont développé très rapidement des technologies très évoluées parce que ça a été, ils sont en communication étroite. C'est des êtres qui sont quand même nettement plus évolués, hein, qui ont un niveau d'évolution plutôt par rapport aux nôtres à l'opposé. Hein. On va dire, ils sont beaucoup plus connectés quoi qu'il arrive. Hein. Ils ont la possibilité de véritablement avoir accès à la vérité sans mensonge. Ce qui n'est pas le cas des êtres humains qui sont totalement dédéifiés. Donc, les petits pariesthyranés rapidement se développent et commencent à créer des mondes et commencent à créer la vie sur les planètes en obéissant au plan prévu, hein, c'est-à-dire qu'on leur dit tiens, là il faudra mettre ci, tiens, il faudra mettre ça. Donc ils vont sur les planètes, ils mettent des plantes, ils mettent ci, ils mettent ça, et en fait ils dupliquent. Hein. Ils ont des planètes où il y a déjà de la végétation, tout simplement, ils vont prendre des graines, ils cultivent, c'est pour ça qu'on les appelle les jardiniers de la Terre. Ils ont des planètes qui sont des planètes de culture, où ils ont par exemple des êtres humains en culture. Ensuite, ils prennent ces êtres humains qu'ils ont créés, en fait, par exemple, génétiquement, qu'ils ont adaptés à un système comme le nôtre, ils les prennent, hop, ils les ramènent sur le nôtre, et ensuite ils mettent la planète à se développer toute seule. Mais ils ont des planètes de culture où ils ont des plantes, ils ont des humains, des humanoïdes adaptés aux différents systèmes, et en fait, comme ça, sur ordre de ces 7, ils exécutent l'expansion de la vie, parce que c'est leur boulot. Moi, je me demandais s'il n'y avait pas eu une première génération de pariesthyranés quelque part ailleurs, qui avait créé les pariesthyranés là. Non, en fait, ils sont là depuis le départ. Alors, fait scientifique curieux, comment un système solaire peut tenir en fait 80 milliards d'années? En fait, c'est très simple. Au fur et à mesure de leur évolution, quand il y a eu besoin, ils ont acquis des technologies qui leur permettent de stabiliser leur soleil et stabiliser tous les orbites et toutes les progressions ou dégradations de leur système solaire. De façon à avoir un système solaire qui, en fait, ne toque pas, qui ne s'use pas, et qui est permanent. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité, puisqu'ils peuvent créer, en fait, mentalement, un jardinier de la Terre peut créer, on va dire, n'importe quoi. Ils font fonctionner leur vaisseau qui leur permettent de se déplacer par la pensée. Ils extraient de l'éther par là, comme je vous l'avais dit, et ils injectent l'éther dans leur vaisseau, et ça permet de se déplacer. C'est une capacité qui est disponible. On a quelques êtres humains sur Terre qui le font. Plus, on va dire, c'est plus hésitant, c'est bien sûr sur des proportions ridicules, mais c'est quelque part la source qui dit « Regardez, c'est possible ». Donc, avec une technologie très avancée, ça leur a permis tout simplement de maintenir leur système solaire en vie, bien qu'il soit extrêmement complexe, en vie et en très 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 bon état. Tout est parfait, entre guillemets, c'est-à-dire que l'énergie circule, les planètes tournent parfaitement, il n'y a pas d'usure, pas d'érosion, pas d'érosion de la matière. C'est-à-dire que leur soleil ne se met pas à un moment donné à toquer, et puis boum, et paf, et tout disparaît, quoi. Si un de leurs soleils se mettait à foutre le bordel, sur 5 soleils, il y en a un seul qui se mettrait à mourir, l'ensemble devrait se réorganiser. Je ne vous raconte pas, ça serait un cirque, le système solaire subirait quelques explosions, chaos et bordel rapide. Ça serait un peu le grand renouvellement, mais je ne suis pas sûr que pariesthyranés survivrait. Donc en fait, voilà, leur technologie leur a permis de stabiliser le tout de façon à obtenir quelque chose d'éternel, entre guillemets, puisque je dirais la dégradation de la matière est due au fait qu'on ne peut pas y pallier. Mais quand on monte à une certaine technologie et qu'on se rapproche des fondements même de l'éther, il n'y a pas de règle où les choses doivent mourir, il n'y a pas de règle où les choses doivent disparaître. On peut jouer à faire durer les choses éternellement.
80 milliards d'années pour leur système solaire, c'est l'éternité. Hein. Je vous raconte pas, ça fait un peu de temps à regarder les choses. Bon, les Pariestyrrhanae ne vivent pas 80 milliards d'années, mais facilement, certains atteignent 5, 10, 20 ou 30 milliards d'années, c'est faisable. Enfin, c'est que s'ils en ont pas marre d'être là, hein, parce que moi je serais eux, j'en aurais un peu marre, je remonterais, je dirais, oula, je m'en vais. Hein. Mais bon, ils ont l'habitude de passer du temps. Donc, on va pas trop traîner, parce que sinon je vais vous embarquer, on va dire, très, très longtemps. Donc voilà, ça c'est pour, on va dire, la chronologie. Ensuite, ils ont créé notre petite planète très 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 tard. Hein. Ils ont laissé la nature faire la planète, et puis un jour ils sont venus poser la vie, mais ça faisait un moment qu'ils faisaient déjà ce boulot. Donc ça voilà, c'est pour, on va dire, des précisions par rapport aux questions qu'on s'est posées. Voilà, voilà. Boum. Alors maintenant on va passer. Alors ouais, on va faire une petite croix comme quoi c'est fait. On va rester dans la chronologie pour dire que. Elle est où ma chronologie? Ah, là. On va rester dans les chronologies de la vie sur Terre, hein, puisqu'on habite là. Donc, alors, on va créer une chronologie tout simplement pour voir un petit peu les événements qui se sont passés. Là, je me suis amusé puisque j'ai sur internet, sur YouTube, j'ai trouvé, alors on va les citer, c'est le site Gaïa, qui est une plateforme de streaming. Bon, alors moi je suis pas abonné, hein, je m'abonne pas, je suis pas un bon consommateur. Donc le site de streaming Gaïa qui propose des contenus ésotériques, métaphysiques, patati patata, scientifiques. Donc j'ai regardé en fait certaines choses, dont alors je la cite parce que c'est une bonne documentaliste, hein, c'est quelqu'un qui est en France en plus, qui se casse la tête, qui cherche beaucoup, après j'en reparlerai. Elle s'appelle Julie Couvreur, vous pouvez regarder ses vidéos, en fait en tant que document, c'est intéressant. Après, les conclusions qu'elle en tire, comme elle dit, c'est son avis, c'est sa façon de voir les choses. Et du coup, j'ai regardé un petit peu les chronologies qu'elle propose, puisqu'elles sont relativement exactes, hein, puisqu'elle s'appuie sur tout un tas de faits qui ont été vérifiés, et des recoupements en fait scientifiques et événementiels.